Ancien métier étonnant des hommes les plus riches d'Afrique. Imagine un homme qui dort dans une chambre partagée, mange du riz froid chaque matin et se lève à 4 heures pour aller vendre au marché. Maintenant, imagine que cet homme est aujourd'hui assis à la tête d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Ce n'est pas un film, ce n'est pas une fiction. C'est l'histoire réelle de certains des hommes les plus riches du continent africain. Aujourd'hui, je vais te révéler les anciens métiers, souvent surprenants, parfois humiliants, de ces milliardaires africains que tout le monde connaît. Et crois-moi, certains de ces parcours vont te couper le souffle. Reste jusqu'à la fin parce que le numéro 6 va complètement changer ta vision de la richesse. Mike Adenuga, du travail étudiant à l'Empire Télécom. Mike Adenuga a un parcours très particulier. Pendant ses études aux États-Unis, il fait plusieurs petits emplois pour survivre, notamment chauffeur de taxi. Mais il garde une vision, créer son propre business. De retour au Nigeria, il investit dans le pétrole, les télécommunications, Globacom, et devient l'un des plus grands milliardaires du pays. Exemple simple, c'est comme travailler la nuit pour payer ses études, et finir par posséder une entreprise qui connecte des millions de personnes. Patrice Motsepe, milliardaire minier, Afrique du Sud. Patrice Motsepe, premier milliardaire noir d'Afrique subsaharienne, fondateur d'African Rainbow Minerals. On l'imagine naturellement en combinaison de mineurs, descendant dans les galeries souterraines pour y trouver sa fortune. Mais non. Avant de racheter des mines abandonnées, Patrice Motsepe était avocat. Un avocat spécialisé en droit minier et commercial. Il travaillait dans un grand cabinet à Johannesburg, traitant les contrats et les litiges des compagnies minières. C'est précisément là qu'il a compris quelque chose que personne d'autre ne voyait. Certaines mines déclarées non rentables étaient abandonnées à tort. Avec les bonnes techniques et une main-d'œuvre bien gérée, elles pouvaient encore produire de l'or. En 1994, il rachète ses premières mines à prix cassé. En 2002, il est officiellement milliardaire. Son ancien métier d'avocat ne lui a pas donné l'argent, il lui a donné l'information. Et l'information, c'est le vrai or. Exemple simple, c'est comme être l'avocat qui comprend les règles d'un jeu, puis acheter les terrains de jeu et devenir propriétaire du championnat. Aujourd'hui, il est milliardaire grâce aux mines et aux investissements. Nicky Oppenheimer, l'héritier du diamant, devient stratège. Nicky Oppenheimer n'a pas commencé pauvre, mais il n'a pas juste hérité passivement. Il naît dans une famille déjà liée à De Beers, géant mondial du diamant. Mais il passe par une phase essentielle. Études à Oxford, formation dans les entreprises familiales, gestion progressive des mines et du commerce du diamant. Selon Wikipédia et Forbes, il dirige ensuite De Beers et participe à sa transformation stratégique. Exemple simple, c'est comme naître dans une famille qui possède une grande école et devenir celui qui décide comment elle fonctionne dans le monde entier. Nassef Sawiris, de l'ingénieur au géant des industries. Nassef Sawiris est ingénieur de formation. Au début, il travaille dans l'entreprise familiale de construction. Son rôle est technique, ingénierie chantier, gestion de projets industriels. Mais il ne s'arrête pas là. Il élargit ses activités vers construction internationale en grès, investissements globaux. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches d'Égypte et d'Afrique. Exemple simple, c'est comme passer de construire des maisons à posséder les entreprises qui construisent les villes. Ensuite, Naguib Sawiris, l'un des membres de la famille la plus riche d'Égypte. Mais avant d'hériter de la direction du groupe Orascom, Naguib a travaillé comme simple ingénieur civil sur des chantiers de construction. Il supervisait des projets de construction basiques. Pas de bureaux climatisés, pas de réunions de haut niveau, juste le terrain, la poussière et les ouvriers. C'est cette expérience concrète qui lui a donné une compréhension profonde de la chaîne de valeur de la construction, et plus tard, de la technologie. Il investit alors dans les télécommunications et développe des opérateurs dans plusieurs pays. Exemple simple, c'est comme comprendre avant tout le monde que chaque personne aura un téléphone dans sa poche.
et construire les réseaux pour connecter ces milliards de personnes. Orascom est devenu un géant de la construction ET des télécoms, actif dans toute l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Aliko Dangote. My name is Aliko Dangote and I am the group president and chief executive of Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique depuis plus d'une décennie. Sa fortune est estimée à plus de 10 milliards de dollars. Il possède la plus grande raffinerie de pétrole privée au monde, construite au Nigeria. Mais sais-tu ce qu'il faisait à 21 ans? Il vendait des sacs de sucre et de farine dans les rues de Kano. Oui, des sacs. Dans la rue. En 1977, son oncle, l'homme d'affaires Sanusi Dantata, lui prête l'équivalent de 3 000 $ pour démarrer. Dangote achète des produits de base en gros et les revend au détail dans le marché local. Pas de bureau, pas de costume, pas de secrétaire. Juste lui, ses sacs et une ambition que personne ne pouvait encore mesurer. Il ne dormait pas, il observait, il apprenait. Comment les prix fluctuaient, comment les fournisseurs négociaient, comment les clients achetaient. Son modèle est simple, acheter, revendre, réinvestir. Avec le temps, il crée le groupe Dangote qui devient un géant du ciment et de l'industrie. Exemple simple, c'est comme vendre des boissons dans un petit kiosque et finir par construire les usines qui produisent ces boissons dans plusieurs pays. Ce petit vendeur de sucre allait devenir l'homme qui nourrit, cimente et raffine toute l'Afrique de l'Ouest. Ton business. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai aucune maison de vacances nulle part. Ah oui? Non, je n'ai pas de maison nulle part, à part chez moi. Mais je connais des gens qui travaillent pour moi qui ont des maisons à Londres. Mais moi, je n'en ai pas. C'est donc pour cela que nous devons à chaque fois vous inviter pour que vous nous donniez de tels conseils. La leçon de Dangote. Le commerce de rue n'est pas une fin, c'est une école. Ces 6 parcours sont totalement différents. Vendeur de produits simples, avocat ingénieur, héritier formé dans le diamant taximan, entrepreneur visionnaire, aucun de ces hommes n'a commencé en haut. Mais chacun d'eux a commencé. Ce que tu appelles un petit travail, eux l'ont appelé leur école. Ce que tu appelles un emploi sans avenir, eux l'ont appelé leur laboratoire. Malgré tout, ils ont tous un point commun. Ils ont transformé leur point de départ en avantage stratégique. Le message est clair, ce n'est pas ton métier qui te limite. C'est la manière dont tu l'utilises. La question n'est pas « Est-ce que ton travail actuel est assez grand ?» La vraie question est « Est-ce que tu apprends assez vite là où tu es ?» Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, quel est le parcours qui t'a le plus surpris? À très bientôt.